Bonjour à tous, merci de vous être connectés ce matin pour ce AD Talk sous forme de webinaire, compte tenu du contexte, que nous consacrons ce matin au contrôle des investissements étrangers, et pour lequel nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Antonin Nguyen, qui est chef du bureau des investissements étrangers à Bercy, et qui va nous apporter son éclérage pendant cette heure et demie sur le régime en tant que tel du contrôle des investissements étrangers, qui est par définition évolutif. On a suivi les différentes étapes, le décret Alstom, la réforme récente de la fin d'année, qui est entrée en vigueur le 1er avril, les mesures spécifiques qui sont adoptées en ce moment pour éviter de surexposer les entreprises françaises qui sont susceptibles d'être sous-valorisées à l'appétit d'investisseurs étrangers. Enfin, énormément de sujets à aborder ce matin avec Antonin Nguyen. En ce qui concerne les questions, vous aurez évidemment la possibilité de poser des questions. Elles vont apparaître sur l'écran. Donc, M. Nguyen les aura au fur et à mesure. Néanmoins, pour fluidifier le propos, et puisqu'on a la chance d'avoir un support de présentation qui a été préparé par Antonin Nguyen, les questions seront présentées à la fin. Alors évidemment, les questions, de préférence des questions générales, M. Nguyen ne pourra évidemment pas se prononcer sur des cas particuliers, mais ça va sans dire. Donc, le format est prévu pour durer jusqu'à 11h30. Présentation de M. Nguyen, ensuite un jeu de questions-réponses. Et donc, ça va ce matin avec Julien Aucomte et moi-même Vincent Bono pour animer un petit peu ces débats, mais surtout pour écouter, comme vous, ce que M. Nguyen a à nous dire sur le sujet. Alors, je vais tout de suite mettre la présentation à l'écran, sauf si, messieurs, vous avez quelque chose à ajouter. Très bien. Voilà. D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cet événement. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'expliquer mieux ce que nous faisons, nos missions, la réglementation que nous avons profondément réformée depuis 2 ans. Et surtout, j'imagine, un public plutôt expert tel que celui qui participe à cet événement. Donc voilà, encore une fois, merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion, si la réglementation peut évoluer de nouveau, de reproduire. Nous en serons très heureux. Je vois qu'il y a déjà des premières questions qui arrivent, donc les débats promettent d'être riches. Peut-être je pourrais commencer aussi par décrire ce que je fais à la direction. Alors moi, je suis le chef du bureau qui est chargé du contrôle des investissements étrangers à la direction générale du Trésor. C'est un bureau qui a principalement 2 fonctions. Celle de décrire la réglementation applicable en matière de contrôle des investissements étrangers. Ça nous a beaucoup occupé depuis fin 2018 et c'est l'objet de cette présentation. Et puis évidemment, l'autre fonction de mon bureau, c'est d'appliquer cette réglementation, d'instruire toutes les décisions que le ministre peut prendre dans le cadre de ce dispositif. Donc, ça veut dire les décisions d'autorisation d'investissement en premier chef, puisqu'on examine 200 à 250 dossiers d'investissement par an, mais également toutes les décisions qui peuvent être prises au fil de l'eau et au fil de la procédure, comme les décisions, par exemple, consistant à prendre des mesures pour répondre à un manquement à la réglementation quand les conditions pour les fixer, par exemple, le ministre n'ont pas été respectées. Voilà un petit peu les deux grandes activités de mon bureau, sachant que désormais un peu rare de trouver dans la République une même instance qui est à la fois chargée de la réglementation et de son application. Et c'est à la fois le confort de ce bureau, mais aussi sa responsabilité. Et qui le fait avec pragmatisme, ce dont on peut témoigner. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer cette présentation en rappelant les très grands principes et l'architecture du contrôle des investissements étrangers en France, puisqu'il est quand même très important de rappeler que la règle en France et dans l'Union européenne, c'est bien la libre circulation des capitaux. Le code monétaire et financier rappelle que les relations avec l'étranger les relations financières avec l'étranger sont libres, et que c'est bien par exception que certaines opérations d'investissement étranger intervenant dans des secteurs sensibles sont soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie.
Ces grands principes-là, ils trouvent leur miroir dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisqu'on a aux articles 63 et 65 du TFUE exactement les mêmes dispositions, avec un article 63 qui dit que les mouvements de capitaux sont libres, non seulement entre les États membres, mais également entre les États membres et les pays tiers, ce qui est très important, et que par exception, les États membres peuvent prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires pour protéger leurs enjeux d'ordre et de sécurité publique. Donc c'est vraiment le cadre général et extrêmement strict dans lequel nous agissons. Nous nous poursuivons avec le contrôle des investissements, qui est une forme de contrôle des capitaux, que des objectifs visant à préserver l'ordre de la sécurité publique. Alors, finalement, notre réglementation, quand on la pratique un petit peu, elle est très simple. Pour entrer dans le dispositif de contrôle des investissements, on s'attache à regarder 3 critères qui sont cumulatifs. Si chacun de ces critères est rempli, une opération d'investissement, un projet d'investissement, est bien soumis à l'autorisation préalable du ministre de l'économie. Alors le premier critère, c'est évidemment l'origine de l'investisseur. C'est une réglementation qui s'applique aux investisseurs étrangers. Bon, ça a l'air d'aller de soi comme ça, mais l'idée a pu flotter qu'en réalité, même les investissements nationaux, ayant pour origine un investisseur français, pourraient être contrôlés de la même manière, parce que finalement, le danger pour une activité, le risque pour une activité sensible peut aussi venir d'un projet d'investissement strictement français. Bon, la réalité de la réglementation aujourd'hui, et on la retrouve un petit peu partout dans la réglementation internationale, dans les réglementations internationales sur le contrôle d'investissement, c'est qu'il faut un investisseur étranger au sens de la réglementation. Je ne vais pas détailler ce que c'est qu'un investisseur étranger, mais on y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Le deuxième critère, il tient à la nature du projet d'investissement. Il faut que cet investissement réponde à l'une des 3 opérations décrites par le Code monétaire et financier. Donc, au premier chef, l'acquisition du contrôle capitalistique d'une entreprise française. Alors, cette acquisition du contrôle, elle connaît, je dirais, presque d'infinies variations, puisqu'on a des opérations très simples d'acquisition de 50% du capital plus une action, où on a un contrôle qui est assez facile à établir. On peut aussi avoir des acquisitions de contrôle qui sont plus subtiles, avec des pactes d'actionnaires, etc., des contrôles conjoints, des actionnaires qui agissent de concert. Une autre opération soumise à l'autorisation du ministre, c'est l'acquisition de plus de 25% des droits de vote d'une entreprise française. Et enfin, la dernière opération, c'est l'acquisition de toute partie d'une branche d'activité. Le dernier critère à remplir pour être assujetti à cette réglementation, c'est que l'investissement doit concerner une entreprise sensible. Alors on l'appellera souvent sensible, même si ce terme n'apparaît pas, je crois, dans notre réglementation, mais c'est une entreprise dont les activités présentent les enjeux d'ordre et de sécurité publique exigés par la loi et qui sont précisés au niveau réglementaire à l'article désormais 151.3 du Code monétaire et financier. Et donc, ce sont les activités qui concernent la défense, qui concernent tous les secteurs qu'on appelle souvent les secteurs nouveaux, les grands secteurs d'infrastructure, de réseau, les télécoms, l'énergie, l'approvisionnement. Voilà. Donc, une fois qu'on a rempli ces 3 critères, effectivement, l'opération doit recevoir l'autorisation du ministre pour être réalisée. Alors, depuis ma prise de fonction en 2018, la réglementation a profondément changé. Alors, je dis depuis ma prise de fonction, c'est un peu une coïncidence, évidemment, c'est pas tout le fait, mais bon, j'ai pris mes fonctions dans un contexte global, international, de durcissement des réglementations sur le contrôle des investissements. Ce durcissement, ce renforcement, il s'est observé également en France, avec un premier texte sur lequel je vais passer assez rapidement, puisque c'est probablement le plus court, et même s'il a des apports substantiels. On a eu un petit décret à la fin de l'année 2018 qui a introduit dans le champ du contrôle ce qu'on appellera encore aujourd'hui des technologies critiques. C'est-à-dire que fin 2018, à la demande du Premier ministre et de Bruno Le Maire, nous avons révisé la réglementation pour soumettre à la procédure d'autorisation et quelque part souligner la sensibilité de certaines technologies. C'était un petit texte, c'est pour ça que je n'en parlerai pas davantage. Et je vais plutôt m'attarder sur les apports des textes suivants, notamment
évidemment la loi Pacte du 22 mai 2019, qui a profondément réformé le niveau législatif de notre réglementation. Alors, notre niveau, comme beaucoup de réglementations, la nôtre a un niveau législatif qui décrit les grands principes et fixe au pouvoir réglementaire le soin des déclinaisons réglementaires. Dans la loi Pacte, nous avons essentiellement accru les pouvoirs coercitifs du ministre de l'économie en lui permettant, confronté à certains manquements à la réglementation, de fixer des sanctions qui peuvent être désormais plus élevées qu'elles pouvaient l'être avant, en augmentant également, en accroissant les pouvoirs de police dont il est doté. Le ministre de l'économie peut désormais prendre un certain nombre de mesures conservatoires quand des manquements menaçant gravement nos intérêts nationaux sont observés. Notamment, il peut nommer au sein d'une entreprise française un représentant de l'État qui dispose de droits de veto et qui peut s'opposer, par exemple, à des transferts d'actifs ou à toute autre décision qui menacerait fortement nos intérêts. La loi Pacte a également offert au gouvernement la possibilité d'assortir ces mesures d'astreinte. Quand le ministre enjoint à un investisseur de faire ceci ou cela, il peut désormais fixer une astreinte obligeant l'investisseur à s'exécuter le plus rapidement possible, sous peine de voir s'accumuler une pénalité financière. La loi Pacte a également, elle n'a pas que durci le dispositif, elle a également introduit des souplesses dans le dispositif, des souplesses qui sont importantes, puisqu'elle elle permet désormais au ministre de l'économie de régulariser une opération qui aurait été réalisée sans autorisation. Après la loi Pacte, une opération réalisée sans l'autorisation du ministre était nulle, nullité absolue, ce qui faisait peser quand même un risque assez fort sur l'opération. Désormais, si le ministre décide de régulariser et d'autoriser a posteriori, ce qui n'est pas le principe, une opération, la nullité est levée, donc c'est une flexibilité supplémentaire. La loi Pacte a également, de manière peut-être un peu plus marginale, parce qu'on a rarement besoin d'en faire le plage, mais introduit un droit de communication au bénéfice de l'administration. L'administration peut désormais demander à un investisseur de lui communiquer toutes les pièces utiles à l'exercice de sa mission, sans que les secrets divers puissent lui être opposés, notamment le secret professionnel, le secret des affaires, etc. Cela va sans dire, mais ça a été clarifié dans la loi Pacte. La loi Pacte, enfin, et c'est un de ses apports, je pense, le plus important, notamment pour cette auditoire, accru la transparence de la procédure et imposé au gouvernement, mais avec un avis favorable du gouvernement, une plus grande transparence sur la façon dont il met en œuvre cette politique publique, ce qui conduit le gouvernement désormais à publier des statistiques sur le nombre de dossiers examinés, sur l'origine de l'investisseur concerné, etc. La loi Pacte a également créé un cadre de discussion avec le Parlement, un cadre clair, préservant des éléments importants comme le secret des affaires, afin que le gouvernement puisse rendre des comptes également au Parlement sur la façon dont il met en œuvre cette politique publique. Les dernières évolutions, alors pas les dernières, mais des évolutions très substantielles, ont également fait suite à la loi Pacte, et notamment à travers le décret et l'arrêté du 31 décembre 2019. Ces textes sont entrés en vigueur d'ailleurs au 1er avril 2020, c'est encore récent. Et là, c'est à l'occasion de ces mesures d'application de la loi Pacte, tout le niveau réglementaire de la réglementation qui a été remis à plat pour poursuivre plusieurs objectifs, dont le premier était une simplification des définitions. Et c'est important, je pense, pour les professionnels qui m'entourent. Nous avions une réglementation qui s'était complexifiée au fil du temps, par accrétion, on va dire, de règles nouvelles, et qui était devenue, par certains aspects, assez illisible. En particulier, on avait des secteurs qui étaient contrôlés différemment selon que l'investisseur était issu de l'Union européenne ou d'un pays tiers. Et par ailleurs, la notion même d'investisseur, qui était très mal définie dans la réglementation, variait en fonction de la nature de l'opération. C'est-à-dire qu'on s'intéressait pour les acquisitions de contrôle au contrôlant ultime, c'est-à-dire l'entité qui est tout en haut d'une chaîne de contrôle, tandis que pour l'opération de franchissement de seuil, l'acquisition de plus de, à l'époque, 33% du capital des droits de vote d'une entreprise, on regardait essentiellement l'investisseur direct. Donc ça faisait une matrice d'entrée dans le dispositif qui était assez complexe à lire, et tout seul en réalité, les cabinets d'avocats étaient à même de décrypter
grâce à leur pratique et leur expérience du contrôle. On a simplifié ces dispositions. Désormais, les secteurs contrôlés sont les mêmes pour tout le monde. La définition de l'investisseur est unique. C'est l'investisseur qui est lui-même étranger, ou c'est l'investisseur direct qui est français, mais contrôlé à l'étranger. Un autre volet de ces deux textes a été évidemment de poursuivre le renforcement du contrôle, le renforcement de l'efficacité de cette réglementation. Et ces deux textes ont un certain nombre d'apports assez substantiels, puisque d'abord les secteurs contrôlés ont été étendus. Nous avons introduit dans le champ du contrôle, et pour mieux l'aligner avec le règlement européen qui a été adopté début 2019, la sécurité alimentaire, ce qui était d'ailleurs une demande très forte exprimée par les parlementaires lors de l'examen de la loi Pacte. Et nous avons également introduit les activités relatives à la presse écrite et numérique d'information politique et générale, et pour poursuivre évidemment en effectuant un contrôle sur les opérations dans ce secteur, des objectifs de protection du pluralisme des médias, de lutte contre les fausses informations, etc. Là encore, ces secteurs figurent dans le règlement de l'Union, et c'est une incitation pour tous les États membres à aligner leur réglementation dans ce sens. Nous avons également abaissé le seuil déclenchant le contrôle. Pré-1er avril 2020, ce seuil était fixé à 33%. Il est désormais fixé à 25% pour toutes les entreprises, sachant que l'opération consistant à franchir le seuil n'est pas une opération soumise à contrôle quand l'investisseur est issu de l'Union européenne. Mais, à l'occasion de ces textes, nous avons aussi mieux défini ce que c'est qu'un investisseur issu de l'Union européenne, pour préciser qu'un investisseur considéré comme européen et donc exempté du contrôle au titre du franchissement de seuil, c'est un investisseur qui est 100% contrôlé au sein de l'Union. C'est-à-dire que, avant cette réglementation, le holding luxembourgeois contrôlé par un investisseur russe était considéré comme un investisseur européen, alors même que l'existence juridique de la holding n'avait pour vocation que la seule réalisation de l'opération, et n'était pas finalement un critère pertinent pour définir que l'investisseur était européen sous une autre réglementation. Ça a changé, c'est encore une fois un renforcement significatif, je dirais, de notre procédure. Et donc c'est en lien avec le point suivant, c'est que effectivement, avant ces décrets, on ne contrôlait pas le franchissement indirect du seuil, donc le franchissement réalisé via une holding d'acquisition. On ne le contrôlait pas parce qu'en réalité, tout investisseur issu d'un pays tiers, d'ailleurs tout investisseur généralement en va intercaler une holding d'acquisition ou simplement une filiale européenne pour réaliser l'opération, ce qui conduisait en fait l'administration à ne jamais contrôler le franchissement du seuil. Ce renforcement du contrôle se traduit aussi par une clarification, je dirais, des responsabilités lors de l'autorisation. Désormais, et c'est important, je dirais, pour les praticiens, la réglementation conduit le ministre à désigner au sein d'une chaîne de contrôle qui est l'investisseur qui doit assumer la responsabilité de la mise en œuvre des conditions. Ça n'est pas forcément l'acquéreur direct, puisque, encore une fois, une holding qui est un peu une coquille vide d'acquisition n'a pas vocation à endosser pour le reste de la chaîne de contrôle l'ensemble des conditions fixées par le ministre. Et donc, c'est aussi un élément très, très important de durcissement du contrôle, parce qu'avec des responsabilités clarifiées, on a des investisseurs qui se sentent peut-être un petit peu plus impliqués, concernés par la mise en œuvre des conditions. Pour finir, je parlerai de modifications qui ont été introduites au niveau de l'arrêté et qui découlent aussi de la réglementation européenne, puisque nous imposons désormais à un investisseur étranger de déclarer à l'administration les liens qu'il peut entretenir avec un État. Alors la notion de lien entretenu avec un État ou une entité publique étrangère, elle n'est pas encore très bien définie dans la réglementation, je l'admets facilement, d'autant plus qu'elle est importée du règlement européen et il nous reviendra de la définir un peu mieux, mais c'est évidemment une entité qui est contrôlée par un État,
peut imaginer une entité qui est 100% détenue par un État souverain. On peut aussi imaginer que c'est une entité qui tire principalement ses revenus du marché public ou une entité qui reçoit des subventions tout simplement d'un État étranger. Et c'est important parce que ça permet d'identifier si un investissement, par exemple, s'insère ou se traduit une stratégie souveraine d'acquisition, ce qui peut évidemment arriver et change le regard qu'on a sur une opération. Et c'est important également parce que ça constitue désormais, depuis ces textes, un motif de refus d'une opération. Le dernier volet, peut-être moins significatif pour le grand public, mais beaucoup plus pour les cabinets d'avocats avec lesquels nous travaillons, consiste en une série d'améliorations, je dirais, procédurales concernant la procédure que nous mettons en œuvre. Alors d'abord, avec une clarification des conditions dans lesquelles les conditions fixées par le ministre peuvent être révisées au fil du temps, ce qui est une flexibilité importante attendue par les investisseurs. Désormais, les conditions fixées à l'origine peuvent être assouplies, voire totalement levées, si l'investisseur étranger nous démontre, par exemple, que l'entreprise qu'il a acquise était sensible au moment de l'acquisition, mais ne l'est plus 5 ans plus tard parce que ses prestations ont changé, parce qu'une évolution technologique a rendu obsolète son activité sensible. Il peut venir nous voir et nous dire, écoutez, j'estime que les conditions que vous avez fixées ne sont plus nécessaires parce que tout simplement l'activité n'est plus sensible pour l'État français. J'aimerais qu'elle soit levée. On encourage évidemment les investisseurs à utiliser cette flexibilité parce que ça permet tout simplement d'apurer le stock d'entreprises considérées comme sensibles et soumises à des conditions. C'est évidemment un grand bénéfice pour l'entreprise concernée, mais également pour l'administration qui se charge de suivre l'alignement des conditions. On a également précisé au niveau réglementaire la grande typologie des conditions qui peuvent être fixées, sans entrer dans un détail excessif parce que ce serait effectivement très difficile. Les conditions qu'on fixe sont très variées, elles dépendent énormément de l'espèce. Mais on a précisé au niveau du décret quels grands objectifs poursuivent les conditions, donc maintien de l'activité en France, aménagement de la gouvernance d'une entreprise dans des cas rares, protection de la propriété intellectuelle d'une entreprise, protection contre la captation de technologies par des entités étrangères, obligation de reporting auprès de l'État. Toutes ces conditions, tous ces grands objectifs sont désormais décrits dans la réglementation. Nous avons également changé la façon dont on met en œuvre la procédure en la divisant en deux phases. Une première phase de 30 jours, à l'occasion de laquelle on examine tout simplement si les 3 critères dont j'ai parlé au début de cette présentation sont bien remplis. Et puis, si ces critères sont remplis ou pas, en bout de 30 jours, l'investisseur est avisé de la suite. C'est-à-dire qu'on dit à l'investisseur si l'opération entre dans le champ du contrôle ou pas, et si elle entre dans le champ du contrôle, si elle peut être autorisée sans condition. Pour la plupart des dossiers que nous examinons, cette première phase de 30 jours, c'est la fin en réalité de la procédure de contrôle. Pour les cas les plus complexes, c'est-à-dire les opérations qui nécessitent de fixer des conditions pour autoriser l'opération, une nouvelle phase de 45 jours peut s'ouvrir, qui est une phase de discussion avec l'investisseur, au cours desquelles le ministre et les personnes qui le représentent, l'administration, vont indiquer à l'investisseur sous quelles conditions ils envisagent d'autoriser l'opération. C'est une discussion, parce qu'in fine, c'est bien le ministre qui décide quelles sont les conditions adéquates pour autoriser une opération, libre d'ailleurs à l'acquéreur de les accepter ou pas. S'il ne les accepte pas, il ne peut pas réaliser l'opération. Nous avons également introduit une flexibilité qui est très importante, qui est que désormais, les entreprises françaises qui envisagent d'ouvrir leur capital, qui envisagent une opération à venir sur leur capital, même qui envisagent de s'introduire en bourse, peuvent solliciter l'administration sur la sensibilité de leurs activités. Une entreprise française peut venir voir le bureau Multicom 4 de la direction générale du Trésor pour lui demander si son activité, ses prestations de services, les infrastructures qu'elle porte, etc., présentent un caractère de sensibilité au sens de la réglementation sur le contrôle des investissements, ce qui est important par exemple, pour l'écosystème des startups intervenant dans le secteur du numérique, puisqu'elles peuvent savoir, avant la levée de fonds qu'elles vont opérer, si des investisseurs étrangers auront une autorisation à demander de la part du ministre de l'économie.
c'est évidemment un dossier qui est très simplifié, puisque désormais, le dossier de demande ne concerne vraiment que l'activité de l'entreprise. L'entreprise concernée n'a pas à nous donner des éléments des fois d'ailleurs elle ne dispose pas sur l'investisseur, sur la nature de l'opération envisagée, qui n'est peut-être pas totalement définie au moment de la demande, etc. Et ça, c'est également aller en lien avec le point suivant, ça nous permet, et ça permet à l'État de connaître des opérations dans des secteurs éventuellement sensibles beaucoup plus en amont de leur réalisation. C'est-à-dire que là où traditionnellement nous étions saisis d'une demande d'autorisation entre le signing et le closing d'une opération, nous avons désormais, par ce biais-là, connaissance d'opérations qui sont à venir, c'est-à-dire qui peuvent se réaliser dans les mois qui viennent, à un stade très précoce, qui est celui, par exemple, le banque d'affaires mandaté pour rechercher des investisseurs étrangers. Donc c'est une flexibilité importante pour les entreprises françaises, qui savent si oui ou non elles doivent prévenir les investisseurs potentiels qu'une autorisation sera nécessaire. Et c'est une source d'information importante pour l'État, qui peut monitorer beaucoup plus en amont les interventions, les opérations intervenant dans des secteurs sensibles. La réglementation, pour finir, la réglementation a été également, je dirais, modifiée dans le sens d'une plus grande flexibilité, en clarifiant les conditions dans lesquelles une opération peut tout simplement être dispensée d'autorisation. Et c'est les trois cas qui s'affichent devant vous. C'est le cas des opérations intra-groupe, une filiale sensible française au sein d'une structure juridique change de contrôle, mais tout en restant contrôlé au sein du même groupe. Ce n'est pas une opération qui doit être autorisée. Et puis, évidemment, nous avons le cas où une entreprise a déjà été autorisée à acquérir le contrôle d'une entreprise et puis finalement franchit le seuil de 25% de détention de capital. Ce sont des cas rares, évidemment, mais qui peuvent arriver. Là encore, l'opération dispensée d'une autorisation. Nous avons enfin l'acquisition du contrôle à la suite d'un franchissement de seuil, cas plus fréquent. Opération qui est dispensée en principe, sauf si le ministre en décide autrement, puisque l'opération d'acquisition du contrôle doit quand même être notifiée à l'administration. Pour pas tout à fait conclure cette présentation, mais diriger vers sa conclusion, je voudrais parler des mesures qui ont été annoncées en avril par le ministre de l'économie et dans le contexte de la crise sanitaire. Dans le contexte de la crise sanitaire, la Commission a publié une communication du 25 mars, appelant les États membres à se doter de mécanismes de contrôle des investissements quand ils n'en ont pas, et c'est le cas encore d'à peu près la moitié des États membres au sein de l'Union. Elle a également appelé les États membres dotés de mécanismes de screening, c'est comme ça qu'on les appelle au niveau européen, de mécanismes de filtrage, à en exploiter toutes les marges de manœuvre, c'est-à-dire que les institutions nous appellent à effectuer un contrôle renforcé, avec une vigilance renforcée dans le cadre de la crise sanitaire, parce que cette crise sanitaire se double d'une crise économique qui fragilise les entreprises européennes et qui peuvent donner lieu à des opérations éventuellement inamicables qui sont rendues plus faciles non seulement par les besoins très importants de capitaux de nos entreprises, mais également par la valorisation un petit peu touchée par la crise. Et dans ce contexte-là, nous avons évidemment, à la demande du ministre, réinterrogé notre réglementation pour vérifier que, bien que récemment réformée, elle était appropriée aux enjeux de la crise économique. Et ça nous a conduit à proposer au ministre deux modifications de notre réglementation. D'abord, l'inclusion des biotechnologies dans le champ des technologies dites critiques et soumises au contrôle. Je ne sais pas si j'ai besoin de le détailler très profondément ce point, mais évidemment que dans le cadre de la crise sanitaire, les entreprises du secteur médical et les biotech en particulier peuvent faire l'objet de tentations, de tentatives de prédation, et c'est à ça qu'on souhaite répondre. Le texte a été déjà publié, c'est un arrêté du 27 avril, et désormais les biotechnologies sont bien dans le champ.
Le deuxième point qui est majeur, hein, c'est l'annonce par le ministre du fait que pour une période temporaire, les investissements étrangers dans des entreprises cotées ayant des activités sensibles devront être autorisés dès lors que la participation excède 10%. C'est un nouvel abaissement, mais cette fois-ci temporaire et très ciblé du seuil déclenchant le contrôle. De la même manière que le seuil de 25% ne s'applique pas aux investisseurs européens, le seuil de 10% ne s'appliquera pas non plus aux investisseurs européens. Et la mesure devrait prendre fin au 31 décembre 2020, mais avec évidemment la nécessité de revoir au 31 décembre 2020 si les raisons qu'on avait de prendre cette mesure ont disparu ou pas. Cette mesure qui peut porter un coût important à la liquidité des titres des entreprises françaises cotées, dans un moment où elles ont encore une fois un très besoin de capitaux, y compris de capitaux étrangers, qui sont aussi des conditions parfois de leur survie, sera mise en œuvre avec une procédure spéciale qui vise à porter le moins atteinte à la liquidité de ces titres et à troubler le moins possible le fonctionnement normal des marchés. Donc c'est une procédure de notification obligatoire auprès du ministère de l'économie, auprès de la Direction générale du Trésor, avec un accord implicite du ministre s'il n'a pas, au bout de 10 jours, décidé d'appeler la mesure devant lui. C'est ainsi que cela va marcher. Le texte a été examiné très récemment par un décret en Conseil d'État. Il a été très récemment examiné par le Conseil d'État. Il sera publié dans les tout prochains jours et entrera en vigueur d'ici la fin du mois, maximum du mois de juillet. C'est une question que beaucoup se posaient, c'est quand est-ce que ce texte va rentrer en vigueur? C'est imminent, il est scoop de la matinée. Il est sur le bureau du ministre. Voilà, donc pour conclure cette présentation, parce que j'imagine que ça intéresse un certain nombre de personnes, je vais dévoiler, mais en fait je ne le dévoile pas parce que c'est déjà dans le rapport annuel de la Direction du Trésor et ça va être publié de manière imminente sur le site internet de la Direction générale du Trésor. Les grands chiffres hein, du contrôle des investissements étrangers en France en 2019. Donc en 2019, nous avons examiné à la Direction du Trésor plus de 200 dossiers de demande, 213 pour être tout à fait exact. Ce chiffre est à mettre en regard avec le nombre d'investissements directs étrangers recensés par Business France pour la même période, 1468 projets. Donc comme l'année dernière, nous avons à peu près, si on s'en remet aux chiffres de Business France, 14 à 15% des transactions intervenues en France qui ont fait l'objet d'un contrôle. Voilà, donc bon, ça a le mérite d'apporter un petit peu la proportion, je dirais, de l'action de l'État dans ce domaine. À l'issue de ce contrôle, la plupart, même la quasi-intégralité des dossiers ont été autorisés. Plusieurs dizaines de dossiers ont été autorisés en assortissant l'autorisation de conditions. Et dans des cas beaucoup plus rares, et je ne peux pas donner le chiffre exact parce que ce n'est pas. Nous avons décidé de maintenir un certain niveau d'agrégation des données que nous rendons publiques. Dans un nombre beaucoup plus rare de cas, l'opération a été profondément reconfigurée, c'est-à-dire que l'investisseur a dû renoncer à acquérir certaines activités sensibles. Il y a parfois d'ailleurs renoncé d'assez bon cœur hein, quand on lui a décrit les enjeux de l'acquisition d'une activité, par exemple, pour prendre un cas fictif, mais pas si fictif que ça, une entreprise qui intervient dans le domaine de la dissuasion. L'acquéreur n'est pas forcément immédiatement au courant des activités relatives à la dissuasion de l'entreprise, c'est évidemment des activités qui sont confidentielles. Informer l'acquéreur peut aussi estimer qu'il n'est pas opportun de procéder à cette acquisition. Et pour achever cette présentation, dans un nombre de cas encore plus rares, naturellement, des opérations n'ont pas été autorisées par le ministre de l'économie pour différentes raisons, soit que l'investisseur, après une discussion avec l'État, a renoncé à l'opération, tout simplement parce qu'il n'était pas en mesure d'accepter les conditions très strictes que l'État avait fixées, soit parce que l'investisseur a tout simplement été informé que l'État n'autoriserait pas son acquisition.
parce que dans les conditions prévues par la réglementation, l'État estimait qu'un risque trop substantiel était associé à ce projet. Dans ce cas-là, il y a deux hypothèses. Soit l'investisseur comprend que l'État ne l'autorisera pas et décide de son propre chef de retirer sa demande, ce qui est possible à tout moment. Soit il décide de poursuivre la procédure jusqu'au bout. Et l'État est conduit à émettre une décision. Très bien. Merci beaucoup. Je vais tenter de revenir. Voilà. Oui, merci beaucoup. On a beaucoup de questions. Julien, tu as une première question pour lancer les débats? Oui, enfin, de manière très simple, pour donner un petit peu de corps et de détails sur votre activité. Vous avez combien de personnes qui interviennent au sein de votre service? Alors, au sein de mon bureau, on est une équipe de taille modeste. Il y a un chef de bureau, moi-même, et puis 5 agents chargés à 100% de l'animation de cette procédure. Évidemment, on ne peut pas se réduire à cet effectif-là, puisque notre procédure est très interministérielle. Je suis moi-même le secrétaire général d'un comité interministériel des investissements étrangers en France, et nous associons au sein des ministères sectoriels, des ministères concernés, par exemple le ministère de la Défense, peut-être une cinquantaine de personnes qui sont soit à plein temps sur ce sujet contre les investissements, soit en complément d'autres missions qu'ils ont par ailleurs. Donc voilà, 5 agents au sein de la direction du Trésor, une cinquantaine au sein d'autres ministères. Oui, c'est sans doute un point important à l'attention de certains de nos clients investisseurs étrangers. On leur explique toujours que vous êtes un point d'entrée dans lequel on doit s'adresser de manière première, mais qui est en général prévu une discussion avec les ministères concernés. Ça paraît logique. Donc en fait, vous avez indiqué le nombre de dossiers traités chaque année par cette cellule restreinte et ensuite ces extensions. Vous avez donné le taux de dossiers qui donne lieu à contrôle d'investissement étranger. Finalement, il y a des délais légaux, mais quelle est votre appréciation sur la durée moyenne de traitement d'un dossier d'investissement étranger? Je pense que je ne vous l'apprends pas, mais elle est extrêmement variable. Nous avons des dossiers qui sont très simples, dans lesquels les enjeux d'ordre de sécurité publique soit sont faibles, soit sont clairement délimités. Et ces dossiers peuvent être traités en quelques semaines, en 3 semaines, nous sommes en mesure de délivrer une autorisation ou un avis informant d'ailleurs l'opérateur, l'investisseur, que son opération n'entre pas dans le champ de la réglementation. Nous avons également des dossiers qui sont extrêmement complexes, qui concernent des opérations qui ont une dimension internationale, qui ont une dimension de coopération européenne importante, qui possèdent beaucoup de facteurs de complexité, y compris parce qu'elles sont tellement sensibles qu'on va devoir demander à l'investisseur de changer les paramètres d'opération. Et ces opérations-là peuvent prendre plusieurs mois. Bien sûr. Il faut savoir que l'objectif que nous fixons systématiquement est de respecter les calendriers de closing quand ces calendriers de closing sont compatibles avec les délais réglementaires d'instruction de la procédure. Nous pouvons en témoigner. Peut-être une question qui revient souvent. On parle de délai réglementaire et effectivement, comme on vient de le dire, il y a un vrai pragmatisme de votre service pour respecter les calendriers de closing quand c'est faisable. On a souvent une interrogation de la part de nos clients. Quand on leur fait part de délai réglementaire, on précise toujours que le délai réglementaire court à compter de la complétude du dossier. C'est-à-dire à partir du moment où le dossier est considéré par vos services comme étant complet, mais que vos services sont susceptibles de poser des questions, de demander des documents complémentaires et que le point de départ du délai est décalé. Est-ce que concrètement, il est possible, il est envisageable d'imaginer que vous puissiez vous prononcer dans le cadre d'un délai préfixe sur la complétude du dossier, de façon à ce que les investisseurs étrangers, parce que c'est une question qui revient souvent, aient une forme de garantie, même si cette garantie, finalement, voilà, par le pragmatisme dont vous faites preuve avec votre équipe, mais une garantie sur le délai, le maximum dans lequel l'autorisation peut être livrée, ou un refus peut être porté à la connaissance de l'État.
C'est-à-dire le moment où leur se tourne. Exactement. Non, tout à fait, c'est une demande qui est tout à fait légitime. Et je dirais qu'il y a deux aspects de complétude du dossier. Il y a la complétude formelle du dossier. Est-ce que les pièces demandées, exigées sur la base de l'arrêté dont nous avons parlé sont bien réunies? C'est notre boulot. C'est essentiellement votre boulot. Et je dirais qu'avec la révision de l'arrêté qui clarifie vraiment la composition des dossiers, nous avons œuvré dans le sens d'une plus grande prévisibilité du moment où effectivement le dossier est complet de ce point de vue. Ce moment-là pourrait être d'ailleurs sanctionné par une information de l'administration constatant que les pièces sont bien réunies. Ça c'est une évolution qui est tout à fait envisageable et souhaitable. Après, il y a un autre délai qui est celui de la discussion des conditions. Et évidemment que cette discussion avec l'investisseur, elle dépend aussi de la bonne volonté de l'investisseur et des diligences de son cabinet d'avocat. Typiquement, si un investisseur se voit notifier un projet de conditions qui serait imposé par le Conseil économique et n'y répond pas pendant 3 semaines, il est assez légitime de suspendre son élimination. Oui. Et une autre question qui revient, c'est souvent de la part de nos clients, qui nous est posée d'ailleurs, c'est le cas de la situation que j'appelle non claire, c'est-à-dire la situation où on peut avoir un doute légitime sur la sensibilité de l'activité dans laquelle il est prévu l'investissement de la part d'un investisseur étranger. Quelle est votre recommandation dans ce cas-là? Est-ce qu'il vaut mieux venir vers vous? Est-ce qu'il y a une possibilité d'avoir une discussion autour de l'éligibilité ou pas de l'activité autour du régime, je ne vais pas dire en off, mais avant même de commencer une procédure de notification? Alors, déjà, je dirais que les évolutions réglementaires récentes, elles constituent un encouragement à venir nous voir. C'est vrai. D'abord parce que c'est un encouragement, simplement parce que nous avons simplifié la démarche pour venir nous voir. Avec la demande d'avis qui ne concerne que l'activité, nous avons désormais la possibilité d'être saisis avec un dossier relativement simple de demande qui est à la portée des entreprises françaises. Et pour compléter ma réponse, étant donné les risques associés à la réalisation d'une opération dans des secteurs sensibles qui n'auraient pas été autorisés, qui sont d'abord la nullité, ensuite les sanctions administratives, le cas échéant, et enfin des sanctions pénales, je dirais qu'il est quand même encouragé de venir engager ces discussions avec nous. Encore une fois, ça n'est pas un encouragement à venir nous saisir quand il est presque évident que les opérations n'entrent pas dans le champ du contrôle. Mais s'il y a un doute, je dirais que c'est une bonne chose. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, et c'est une remarque sur la pratique des fusions-acquisitions, la possibilité de tester l'activité de la société en dehors de toute présence d'un investisseur à ce stade est sans doute intéressante parce que dans les processus de fusion-acquisition et en particulier les processus d'enchère, il sera possible de la part du vendeur de d'ores et déjà indiquer, en ayant fait ce test en amont, si la cible sera soumise à autorisation ou pas. En fait, de la part de l'acquéreur ou du potentiel investisseur, la seule question qu'il faut se poser, c'est sa nature ou pas d'investisseur étranger. Parce qu'on sait que si on est un investisseur étranger, l'activité de la cible sera étrangère. Et ça, c'est d'un point de vue pratique, une évolution qui va vraiment en bon sens. Elle était appelée tout à fait. Les vœux de la plupart des acteurs. Souvent, les process letters que beaucoup de nos invités connaissent et qui décrivent les conditions dans lesquelles vont se passer un processus d'acquisition, attirer l'attention des acquéreurs potentiels à qui ils étaient envoyés sur la possibilité, le cas échéant, d'être obligé de passer par une procédure de contrôle des investissements étrangers et inviter l'acquéreur à faire ses diligences sur le sujet. Il est sans doute beaucoup plus simple et transparent de dire tout de suite, écoutez, votre activité est soumise ou n'est pas soumise, et à partir de là, tout à fait. Et c'est vraiment l'objet un peu aussi. Oui, tout à fait. Une question qui rejoint un peu celle-là, et parmi les nombreuses questions que l'on a, quelqu'un nous demande si vous allez produire une doctrine pour l'instruction ou des guidelines relatives à certains secteurs, et de façon plus générale, en fait, est-ce que vous pouvez nous
nous éclairer sur la manière dont votre service appréhende le caractère sensible stratégique d'une activité. Finalement, comment ça se passe dans la vraie vie quand un dossier arrive sur votre bureau, les gens qui sont complets parce qu'on a fait notre boulot encore une fois. Comment est-ce que avec les autres administrations, avec votre équipe, vous appréciez, voilà, comment est-ce que vous mobilisez des critères qui finalement, alors j'imagine ne sont évidemment pas subjectifs, mais qui ne sont pas écrits. Voilà, quelle est la manière de travailler de votre bureau? Alors, il y a vraiment deux questions différentes. D'abord, désormais que nous avons achevé, sous toute réserve évidemment, la réforme du niveau législatif et réglementaire contre les investissements étrangers, il nous reste un travail évident à mener de doctrine. Et ça, c'est un travail qui a été engagé avant même l'entrée en vigueur des textes récents, et qui consisterait à dire plus clairement ce que l'administration entend, par exemple, par un enjeu de continuité d'approvisionnement en énergie en France. On peut tout à fait imaginer une circulaire ou des formes de guidelines qui établiraient, par exemple, des seuils ou des critères comme ça qui apporteraient un petit peu plus de visibilité aux investisseurs étrangers. Plusieurs chefs d'éligibilité au contrôle des investissements appellent des clarifications. J'ai parlé du secteur de l'énergie, ça me paraît assez évident. Je dirais que dans les nouveaux secteurs introduits récemment, la sécurité alimentaire appellera sans doute des clarifications de la part de l'État. Et d'autres secteurs comme les enjeux de protection de la santé publique, etc., gagnerait également à être clarifié. C'est vraiment un travail qui a été engagé, qui a été peut-être un petit peu ralenti du fait de la période que nous avons traversée, qui a été compliquée pour tout le monde, mais qui reste devant nous et qui est un peu le relais de la partie de réglementation de notre bureau. S'agissant concrètement de l'examen de la sensibilité d'une entreprise, enfin de l'examen d'ailleurs d'un projet d'investissement de manière générale. On l'a vu à l'occasion de cette discussion, nous avons 3 critères à examiner: est-ce qu'il y a un investisseur étranger, est-ce qu'il y a une opération de vie, est-ce qu'il y a une activité sensible. Les 2 premiers critères sont examinés directement par mon équipe, et donc c'est mon équipe qui va examiner les groupes d'actionnaires pour déterminer s'il y a un contrôle ou en cas échéant. C'est mon équipe également qui va examiner la chaîne de contrôle de l'investisseur pour vérifier qu'il est bien étranger au sens de notre réglementation. Alors, ça, on va avoir des questions là-dessus, justement. Et très bien. S'agissant plus précisément du 3e critère, qui est la sensibilité de l'activité, alors évidemment, les 5 adjoints ne sont pas des experts de l'ensemble des secteurs couverts par la réglementation, ça paraît difficile. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on va se retourner vers les administrations compétentes sur le coup pour examiner ces activités. Donc, on va se retourner vers la Direction générale de l'armement pour toutes les activités de défense, vers le ministère de la Transition écologique et solidaire pour toutes les activités relatives au transport, à l'énergie, l'approvisionnement en eau, le cas échéant. Et c'est eux qui vont examiner ce caractère de sensibilité. Alors, comment est-ce qu'ils vont le faire? Ils vont le faire en examinant un faisceau d'indices. Ils vont examiner si l'activité de l'entreprise qui va être acquise a un caractère de criticité, par exemple, pour une filière, la filière nucléaire. Ils vont examiner le test. Le test in fine, c'est si jamais l'entreprise disparaissait demain, à quel point le secteur serait disrupté, pour utiliser un terme mais serait affecté effectivement. Et donc, plusieurs critères ont été examinés, notamment est-ce que l'activité de l'entreprise concernée est substituable? Quel est le délai de qualification d'une source alternative pour l'entreprise qui fournit ceci ou cela à tel grand opérateur de l'énergie française? Quelle est la durée des contrats? Est-ce que cette entreprise a passé des contrats de 11 ans, ce qui aurait tendance quand même à prouver que son activité est durablement critique pour un secteur. Et donc c'est vraiment une analyse au cas par cas assez pragmatique des enjeux de ces activités. Et pour le faire, soit des experts au sein des administrations sont mobilisés sur la base de leur
connaissance du secteur en question, soit, et évidemment, dans le strict respect de ce qui est nécessaire et des secrets légalement protégés, de grands opérateurs vont être interrogés, par exemple, pour examiner l'enjeu pour la filière nucléaire d'une opération. Il peut arriver qu'on interroge Framatome ou l'IF, tout simplement, pour savoir comment quelle activité s'insère dans leur activité de construction centralisée. Et dans cette hypothèse-là, vous avisez le déposant que vous prenez des contacts avec des co-contractants, parce qu'il y a des questions qui reviennent effectivement assez souvent aussi précisément sur la préservation de la confidentialité des informations qui sont remises à votre service. Comment ça fonctionne, ça? Nous examinons systématiquement avec les déposants le niveau de confidentialité possible de l'opération commune. Notamment, évidemment, quand elle concerne une société cotée, on a des précautions encore supérieures. Donc, d'abord, ce que nous demandons, c'est est-ce que la cible d'investissement est bien au courant qu'elle va être rachetée, parce que ça va être souvent notre premier contact, bien sûr. Et également, est-ce que l'opération est connue globalement du public ou pas. Et une fois que nous savons ça, nous évaluons nous-mêmes qui nous pouvons légitimement interroger sans violer un secret légalement protégé, et toujours dans un esprit de proportionnalité et de préservation de la confidentialité. Mais il est quasiment impossible de savoir quel impact aurait la disparition, en tout cas l'attrition d'une activité nucléaire sans interroger de très grands opérateurs comme Framatome. On prend cet exemple-là. On a des questions sur justement qu'est-ce qu'un investisseur étranger, avec alors, des questions qui sont plus ou moins complexes, voire certaines qui sont très spécifiques, mais si je les résume un petit peu et que je les condense en une seule, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, enfin on a une petite idée, mais ça peut intéresser tout le monde, comment est-ce que vous appréciez l'extranéité de l'investisseur lorsqu'on a une chaîne avec, par exemple, un détenteur ultime qui est français, mais une filiale ou une holding qui est étrangère, interposée dans la chaîne de détention. Est-ce que la présence dans la chaîne de détention d'un acteur étranger suffit à faire basculer l'investissement dans le côté étranger, ou est-ce que vous remontez quand même jusqu'au détenteur ultime qui serait français pour considérer que du coup on ne rentre pas dans le champ d'application de la notion d'investisseur étranger, ou est-ce qu'au contraire, ça pour le coup la réponse est à peu près évidente, je pense que vous avez plusieurs holdings françaises, mais un investisseur étranger ultime un investisseur ultime qui est étranger, là on tombe dans le critère de l'investisseur étranger, mais voilà, surtout sur le premier volet, si j'ai, entre guillemets, une société étrangère intercalée dans une chaîne de détention qui remonte jusqu'à un investisseur ultime qui est français, est-ce que je tombe dans le champ d'application de l'investissement étranger? Alors, je dirais que la doctrine de l'administration à mise en œuvre de cette évaluation du caractère étranger ou pas de l'investisseur a changé sans que les textes applicables ne changent réellement. En réalité, les textes applicables renvoient à la notion d'acquisition de contrôle au sens de l'article L233.3 du Code de commerce, non pas à changer sur ce point. En revanche, la lecture qu'on peut en avoir est que l'article L233 vise toutes les opérations d'acquisition du contrôle sans exiger, pour caractériser l'acquisition du contrôle, qu'on regarde uniquement l'entité qui se trouve tout en haut d'une chaîne de contrôle. Donc, une application stricte de ce critère conduit à considérer que tout maillon d'une chaîne de contrôle est bien en situation d'acquérir le contrôle au sens du Code de commerce. Par conséquent, il suffit qu'un seul de ces maillons soit un investisseur étranger, soit étranger, pour caractériser l'acquisition de contrôle par un acteur étranger au sens de l'argumentation sur le contrôle IUF. Alors ça, c'est la lecture stricte juridique qu'on peut en avoir. La question va se poser de se dire, mais finalement, est-ce que cette lecture stricte devrait faire l'objet d'une dispense, par exemple, d'autorisation, si tout en haut de la chaîne de contrôle, nous avons un investisseur français? Ce n'est pas un choix que nous avons retenu, parce qu'en opportunité, il peut tout à fait arriver dans des structures, notamment des structures assez complexes, que le maillon le plus décisionnel au sein d'une chaîne de contrôle
ne soit pas le contrôlant ultime, qui peut être un énorme fonds d'investissement, qui d'ailleurs a très peu de regard sur la gestion quotidienne des multiples entreprises dans lesquelles il y a des participations. Et le maillon intermédiaire peut être une grosse entité, une grosse entreprise industrielle, un gros acteur industriel d'un pays tiers. Dans ce cas-là, il est évident que le risque de transfert technologique sur lequel on essaie de prévenir, ou même le risque de fermeture, de délocalisation d'une activité existe. Et donc, on ne voit pas de raison d'exonérer ces situations-là du contrôle des investissements. Donc, la réponse est assez simple et peut-être frustrante pour un certain nombre d'acteurs, mais il suffit qu'un maillon de la chaîne de contrôle soit étranger pour déclencher le contrôle, sachant que ça ne préjuge pas la décision que nous rendons in fine. Si il est très clair que nous avons une simple holding luxembourgeoise qui s'est intercalée dans un montage, mais que le reste de la chaîne de contrôle est français, par exemple, nous délivrerons une autorisation simple, le dossier sera instruit très rapidement. D'accord, très bien. Sur les secteurs qui sont concernés, on a quelques questions. On nous demande si un projet d'investissement dans un projet de déploiement d'infrastructures, par exemple, est-ce que les infrastructures en tant que telles rentrent dans les critères, ou est-ce qu'il faut rattacher les infrastructures aux critères qui sont listés? Je crois que la réponse est un peu dans la question. Alors là, il y a les critères de la réglementation suffit. La réglementation et l'article 153 vise bien l'ensemble des biens, services, infrastructures contribuant de manière essentielle à la préservation ou à la continuité d'un certain nombre d'activités. Et donc, les infrastructures sont bien concernées. Alors après, peut-être que la question est également, est-ce qu'il y a un projet, au sens, est-ce qu'un investissement greenfield est soumis à la réglementation? Et là, je peux vous dire que ce n'est pas le cas, puisqu'il faut une activité existante. Sur l'élargissement récent des secteurs, on a le secteur des soulignés de l'alimentaire. Et vous avez annoncé, je pense que ce sera très utile, effectivement, une doctrine allait se créer pour apprécier la chose. Je sais qu'il y a eu des discussions, en tout cas, quelques débats sur l'opportunité ou pas d'intégrer finalement la ressource de base, c'est-à-dire la terre, dans le champ d'application du contrôle des investissements étrangers. Alors, double question, est-ce qu'à terme, on pourrait imaginer que des opérations de nature quasiment immobilière qui porteraient sur des superficies de surface cultivable ou cultivée extrêmement importantes puissent rentrer dans le champ d'application du contrôle des investissements étrangers au titre de leur impact sur la préservation de l'indépendance alimentaire de la France? Et est-ce que aujourd'hui, des entités qui détiendraient de tels actifs sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application via la notion d'alimentaire? Je pense que je vais lever un peu de la condition en me prononçant trop sur l'avenir de notre réglementation. Ça dépendra évidemment de décisions qui me dépassent complètement. Je dirais que notre réglementation aujourd'hui est davantage tournée vers des prises de participation dans des entreprises. Donc, elle concerne au premier chef l'acquisition d'entreprises ayant des activités sensibles. Je dis au premier chef parce qu'il y a quand même la question de l'acquisition d'entreprises, etc., qui reste dans le paysage. Par conséquent, aujourd'hui, ce que nous contrôlons dans le domaine de la sécurité alimentaire, c'est bien des prises de participation dans des entreprises ayant une activité relative à ce domaine. Alors, ça peut être des entreprises qui portent du foncier agricole. Ça, il n'y a aucun doute sur le fait qu'elles sont bien dans le champ de la réglementation. En revanche, ça n'est pas les acquisitions directes de terres agricoles ou de foncier agricole. Je dirais par ailleurs que le besoin le plus pressant d'effectuer un contrôle dans ce domaine concerne essentiellement les entreprises. Les acquisitions de foncier en direct, les acquisitions en direct plutôt de foncier agricole, elles sont déjà réglementées par tout un tas de réglementations sectorielles existantes, le droit de préemption des affaires, le statut du fermage, tout un tas de réglementations qui ne sont pas de ma compétence, mais qui existent par ailleurs et qui ont vocation à réguler ces acquisitions-là. En revanche, s'agissant des acquisitions d'entreprises de portage agricole,
la réglementation existante est nettement moins performante et le contrôle des investissements a désormais vocation à s'appliquer. Très bien, parfait. Alors, on a une question qui est d'actualité. On nous demande ce qui est entendu au centre de la réglementation par la protection de la santé publique. Alors, on a quelques idées depuis des débats qui ont fait un peu de bruit, des visites récentes, d'hier, du président de la République. Mais globalement, qu'est-ce qu'on entend par finalement la protection de la santé publique? Est-ce que vous pouvez éclairer un petit peu l'auditoire là-dessus? Alors, dans la mesure du possible, parce qu'effectivement, je l'ai cité parmi les domaines qui appellent sans doute un travail doctrinal, un travail de clarification de notre réglementation. Alors, bon, déjà, c'est un secteur considéré comme sensible et protégé au titre de la réglementation du web depuis 2014. C'est pas un secteur qui est nouvellement introduit dans notre réglementation. Et comme tous les autres secteurs, pour examiner si on a bien un enjeu de protection de la santé publique, on va s'attacher à un faisceau d'indices et on va viser généralement les activités de production de médicaments, de production de vaccins, voilà, dans le secteur médical, dont on peut, sur la base de classification de l'OMS, de classification de la NSM, de ce genre d'entités, estimer qu'elles sont bien essentielles. On a par exemple des médicaments qui sont considérés comme essentiels par l'OMS. Si on a une entreprise qui a le monopole de la production de ce type de médicaments sur le territoire français, nous serons naturellement enclins à considérer qu'elle présente un enjeu de protection de la santé publique. C'est évidemment un enjeu qui est particulièrement prégnant dans le cadre de la crise sanitaire, et c'est pour ça que nous avons complété ces enjeux de protection de la santé publique par l'inclusion des biotechnologies dans l'écologie. On a une question sur la manière dont votre bureau est susceptible d'intervenir dans le cadre des procédures collectives. Comment est-ce que... Alors en fait, il y a deux questions. Il y a d'une part on sait tous les deux de l'intervention de votre bureau et donc de la réglementation d'investissement étranger avec deux autres types de réglementation. La première, c'est les procédures collectives. La deuxième, c'est le contrôle des concentrations. Est-ce que votre lecture, votre grille d'analyse est influencée par l'une ou l'autre de ces réglementations? Comment est-ce que vous travaillez en présence d'une entreprise qui est dans le cadre d'une procédure collective, ou comment est-ce que vous travaillez en parallèle de la réglementation des concentrations? Est-ce que vous échangez? Est-ce que vous vous inspirez de ce qui s'est dit des contrôles de concentration? Comment est-ce que vous imbriquez les deux types de fonctionnement pour chacune de ces spécificités? Alors déjà, je dirais que ces deux procédures, contre les concentrations d'une part et les procédures collectives de l'autre, imposent avant toute chose un calendrier. Quand on a une entreprise qui est en procédure collective, avec un jugement qui va être prononcé souvent dans des délais assez courts, ça nous impose de travailler extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement qu'on peut le faire dans un cas plus habituel. S'agissant des procédures collectives, on opère sous une contrainte de délai supplémentaire et on opère aussi sous une contrainte importante qui est que il en va de la survie de l'entreprise. Si un seul investisseur étranger se présente pour offrir une opportunité de continuation de l'activité, on n'a pas les mêmes marges de manœuvre que quand on peut tout simplement refuser une acquisition et laisser une entreprise entre les mains de son actionnaire actuel. Là, c'est l'investisseur étranger, sinon rien. Alors, quand il y a plusieurs investisseurs étrangers, on a des marges de manœuvre largement supérieures. Quand il n'y en a qu'un, c'est évidemment une contrainte que nous devons prendre en compte dans le rendu de la décision. Et évidemment, en plus de cela, discuter avec l'investisseur dans un délai extrêmement contraint des éventuelles conditions de son investissement. Bon, c'est effectivement tout un ensemble de contraintes que nous devons prendre en compte. S'agissant du contrôle des concentrations, là encore, il y a une question de délai, d'application des deux procédures, mais qui sont des contraintes largement moins fortes, puisque généralement le contrôle des concentrations est sur un temps un peu plus long que le contrôle que nous menons nous-mêmes. Je dirais que c'est vraiment deux procédures indépendantes parce qu'elles visent à protéger des objectifs qui sont différents. On a le contrôle des concentrations d'une part qui vise à préserver une concurrence équitable entre les acteurs dans un secteur.
Et on a le contrôle IUF qui vise à préserver les enjeux d'ordre et sécurité publique, donc les objectifs sont différents. Néanmoins, il peut arriver que nous examinions également des enjeux de concurrence, notamment dans un cas, c'est quand l'acquéreur étranger a déjà des activités dans le domaine de l'entreprise qu'il va racheter. Ça nous pousse à poser la question du devenir de cette entreprise française entre les mains d'un acteur étranger qui a déjà une activité comparable à l'extérieur. Est-ce que l'opération va créer des synergies telles qu'elles vont être destructrices d'activités en France? Est-ce que sur le long terme, il peut y avoir un enjeu de concurrence interne entre une entité française qui a été acquise et des sites étrangers, de l'investisseur étranger, qui en cas de retournement de situation économique, par exemple, peut conduire l'investisseur étranger à naturellement plutôt privilégier l'activité sur le territoire duquel il dépend. Je vais prendre un exemple, par exemple, américain, une entreprise qui a des activités aux États-Unis et en France, sera peut-être plus encline à protéger les activités américaines en cas de retournement d'un site économique. Donc c'est quand même des aspects que nous devons avoir en tête. Et de manière plus marginale, nous examinons aussi le paysage concurrentiel pour savoir si une activité est substituable ou pas. C'est un facteur évidemment de criticité de cette activité. Et justement, je suis assez d'accord avec vous. Vous traitez souvent d'opérations qui sont soumises à la fois à un contrôle des investissements étrangers et à un contrôle de concurrence antitrust. C'est deux procédures qui se passent en même temps, mais qui sont toutes assez différentes les unes des autres, poursuivant pas les mêmes objectifs premiers. Néanmoins, quand vous avez, soit parce que effectivement il y a des situations de procédures collectives qui vous amènent à essayer de continuer l'activité de l'entreprise, soit parce que vous considérez qu'il y a une possibilité pour l'investisseur étranger d'agir, est-ce que vous avez une typologie d'engagement que vous leur demandez? Est-ce qu'on peut décrire les grandes lignes? Parce qu'on dit toujours, alors, il y a un contrôle, on accepte, on refuse, mais en fait, dans la plus grande majorité, lorsqu'il y a contrôle, in fine, l'opération sera autorisée, mais simplement soumise à engagement. Est-ce qu'on peut parler un peu plus de ce qu'on appelle des engagements? Tout à fait. Alors, peut-être un point de précision, on appelle les conditions fixées par le ministre des engagements, mais c'est un peu trompeur, parce que c'est finalement un terme qui est emprunté au droit de la concurrence, qui sanctionne le fait que les entreprises peuvent prendre des engagements sur une base unilatérale de la part, c'est vrai. En contrôle des investissements, il n'existe pas en réalité d'engagement, parce que même s'il y a une discussion entre l'État et l'investisseur étranger, in fine, la loi rappelle que ce sont bien des conditions qui sont fixées par le ministre pour autoriser l'opération. Voilà, ce ne sont pas des engagements pris sur la base de la bonne volonté de l'investisseur. S'il n'accepte pas ces conditions, il ne pas l'opération, c'est ainsi. Donc, elles ont bien la nature de conditions au sens du droit public. Et sur la typologie des conditions, on peut en parler brièvement. Effectivement, quand des conditions sont nécessaires, et ça n'est pas toujours le cas, il faut toujours qu'elles soient absolument nécessaires pour préserver l'activité visée, pour neutraliser certains risques qui ont été identifiés. Quand des conditions sont nécessaires, il y en a une qui est systématiquement là, c'est une condition de maintien sur le territoire et rattachée à l'identité du droit français des activités sensibles. Ça, on la retrouvera dans toutes les lettres d'engagement qui sont adressées aux investisseurs. Donc, je crois que c'est siège social, recherche et développement. C'est généralement le maintien de lignes de production, d'activités de R&D, etc. Rattaché à l'entité ayant son siège social en France, puisque c'est ça qui va déterminer l'applicabilité du droit français pour l'activité sensible, sachant que quand il y a une intrication très importante entre les activités sensibles et les activités moins sensibles, une dépendance économique importante des activités sensibles et des activités moins sensibles, non sensibles, la situation est plus compliquée et on va devoir évidemment essayer de maintenir les deux parce qu'on ne peut pas maintenir l'activité sensible sans son corrélat. Ces conditions de maintien de l'activité ne doivent pas être confondues avec les conditions de maintien de l'emploi.
Parce que ce qu'on vise à maintenir, c'est une activité de prestation de service, une activité de production d'un bien essentiel, d'une infrastructure, sans directement viser les emplois qui y sont associés. Alors bien sûr, quand on exige qu'une ligne de production soit maintenue en France, généralement, ça suppose que les moyens humains correspondent. Mais ça n'est pas l'objectif primaire. Par conséquent, si l'investisseur nous dit « j'ai robotisé mon usine française, je suis capable de fournir la même activité sensible avec moins d'emplois », l'administration ne peut que constater que la condition a été respectée. Et la protection de l'emploi, j'y reviens, c'est l'objet d'autres politiques publiques que celles que je mets en œuvre, qui sont pas moins importantes évidemment, mais qui sont différentes. S'agissant de la typologie des conditions les plus classiques, hein, c'est maintien d'activité en France, maintien de la R&D en France, cloisonnement des systèmes d'information ou de l'information de manière à protéger certaines informations de l'influence d'une puissance étrangère. On peut exiger que les systèmes d'information d'une entreprise française ne soient pas intégrés au groupe. On peut exiger qu'elle ait son propre système d'information avec des sortes de firewall entre l'actionnaire et l'entreprise. Est-ce qu'il existe des systèmes de proxy boards comme on a aux États-Unis, avec finalement une autonomisation de la filiale par rapport à sa maison mère, avec un conseil d'administration complètement composé, enfin des organes dirigeants totalement composés de Français, ou est-ce que ça c'est quelque chose que jusqu'où on ne va pas encore, enfin, pas pour encore, on n'a pas commencé sur les échanges naturellement? Je dirais dans une certaine mesure. Un proxy board à l'américaine avec un actionnaire qui est totalement dépossédé de ses droits dans la gouvernance, ça n'est pas possible dans le droit français, puisque le droit français empêche de déposséder totalement les actionnaires de certains droits. Et ça c'est quelque chose qui est difficile à surmonter. En revanche, il existe des mesures un petit peu intermédiaires, où l'actionnaire, sans être totalement dépossédé de ses droits naturellement, n'a pas à connaître de certaines activités, n'a pas à connaître de certaines informations. Et pour s'en assurer, on peut créer au sein des organes de gouvernance d'une entreprise française ce qu'on appelle un comité de sécurité, des fois on lui donne un nom différent, mais qui est une entité qui vient s'intercaler dans la gouvernance de l'entreprise, qui comporte une partie du management de l'entreprise, mais également un représentant de l'État, et qui va examiner un certain nombre de décisions stratégiques et, le cas échéant, pouvoir émettre un veto sur certaines décisions qui, par ailleurs, relèveraient du conseil d'administration. C'est évidemment extrêmement rare, parce que c'est très intrusif, et ça vient bouleverser un petit peu l'ordonnancement de la gouvernance de l'entreprise. Mais ça peut arriver, évidemment, quand on a des intérêts extrêmement sensibles, des intérêts liés à la dissuasion, des intérêts liés au secteur militaire de manière générale. On va créer un comité de sécurité doté de ces droits. On va par ailleurs s'assurer que des dirigeants qui ont à connaître, par exemple, l'information classifiée sur la nationalité française, et donc faire poser aussi des conditions sur la nomination des dirigeants. Ça peut arriver également. Donc, pas de proxy board, mais des structures qui peuvent quand même s'en rapprocher. Alors justement, à propos des proxy boards, on pense à l'alimentation américaine. Est-ce qu'il y a des structures d'échange avec vos homologues américains ou d'autres pays, à la fois américains pour harmoniser un peu les politiques, et puis au niveau de façon très différente, européen, est-ce que vous avez des instances communes au sein desquelles vous définissez des critères, des lignes directrices pour les États européens? Ma question est double et évidemment très très différente puisque les objectifs ne le sont pas moins. D'une part, quels sont vos rapports avec vos homologues américains, le CFUS, comment est-ce que ça fonctionne, et est-ce que vous avez des organes formels ou informels de coopération et d'harmonisation avec vos homologues européens? Alors, sur le plan international, il existe des instances de coopération et de coordination entre elles. Comme ces travaux ne sont pas publics, je ne peux pas les évoquer en détail ici, mais évidemment, cette coordination existe. Par ailleurs, mon bureau est chargé de la réglementation, donc naturellement, il réalise régulièrement des benchmarks
consistant à comparer notre propre réglementation avec la réglementation étrangère, et nous nous tenons au courant de ce qui est fait ailleurs, et nos homologues internationaux nous tiennent au courant de ce qu'ils font, et nous coopérons. Je dois distinguer quand même la coopération de la coordination internationale de la coordination européenne, qui est prévue par le règlement, dont je ne vais pas parler parce que je ne voulais pas que ma présentation dure trop de temps, mais qui est quand même une avancée extrêmement majeure au sein de l'Union. Ce règlement a été adopté au printemps 2019. Il prévoit à compter du 11 octobre 2020 un mécanisme d'échange d'informations de coopération entre les États membres, y compris entre États membres qui ne disposeraient pas d'ailleurs de mécanisme de filtrage des investissements. Et ça, c'est une coopération qui est informelle pour l'instant, qui concerne quelques grandes acquisitions ayant des aspects cross-border en Europe, qui deviendra formelle à partir d'octobre et qui est une source nouvelle d'informations pour l'État français et une nouvelle façon de défendre nos intérêts nationaux en allant signaler, par exemple, à un partenaire allemand que telle entreprise basée en Allemagne, faisant l'objet d'un projet d'acquisition, par exemple américain, est un fournisseur très important d'entités du secteur médical, de l'Institut d'usage. Et ça, c'est vraiment important parce que ça permet à nos alliés au sein de l'Union de prendre en compte nos propres intérêts dans les décisions qu'ils vont émettre. Et une évolution naturelle, je dirais, de notre dispositif serait de le rendre pareil et de pouvoir prendre en compte leurs intérêts dans nos propres décisions. Et alors, est-ce qu'à l'inverse, il y a alors, ils vont de faveur, mais un accueil plus favorable lorsque l'investisseur est d'origine européenne versus une origine plus lointaine? Alors, oui, c'est évidemment le cas. D'abord parce que tout simplement les investisseurs européens ne sont pas contrôlés au titre du franchissement de seuil. Ils sont déjà exonérés de tout un pan de notre mécanisme issu de pays tiers au titre de l'acquisition du contrôle, mais évidemment, nous porterons un regard différent sur les risques que soulève l'investissement. Notre réglementation est vraiment là pour neutraliser les risques. Donc cette lecture du risque, elle dépend notamment de la nature de l'investisseur, de qui il est. Et un investisseur européen sera naturellement traité tout à fait différemment d'un investisseur d'un pays tiers. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir que même si ce sont les mêmes textes en fait, dans les traités qui s'appliquent pour les pays tiers et pour les pays européens, la communication de la Commission du 25 mars soulève bien que rien ne s'oppose, même plutôt tout nous invite à traiter différemment ces deux types d'investissements, notamment pour ne pas fragmenter les marchés de capitaux au sein de l'Union. Donc oui, bien sûr, nous regardons très différemment les projets européens. Très bien. Alors, quelques questions très spécifiques. Est-ce que l'appréciation du seuil des 10% dans le mécanisme temporaire se fait également sur les filiales des groupes cotés, ou est-ce que c'est simplement la société cotée en tant que telle qui est soumise au contrôle de 10%? Autrement dit, est-ce que si une filiale fait l'objet d'un investissement étranger, elle est soumise aux 10%, alors que la maison mère qui elle est cotée n'est pas touchée directement? Alors nous, on apprécie toujours les franchissements, le franchissement de seuil et l'opération au niveau de l'entité dans laquelle elle se réalise, de la cible. Donc, pas sûr d'avoir complètement compris l'hypothèse, mais on va regarder concrètement si le... Et d'ailleurs, si la cible est à côté, normalement, on n'appliquerait pas le seuil de 10. Voilà, ça naturellement. Et d'ailleurs, je dois renvoyer quand même à la réglementation sur les marchés financiers, qui prévoit des obligations de déclaration, de notification des marchés financiers, de franchissement de seuil et de déclaration d'intention du seuil de 10%. Et nous apprécierons ces franchissements de seuil globalement de la même manière, avec, je ne vais peut-être pas entrer excessivement dans le détail, mais avec une appréciation différente pour ce qu'il s'agit de la théorie de l'assimilation, etc. Puisque nous attacherons à contrôler le franchissement de seuil dû à l'acquisition d'actions et de droits de vote réels, pas de droits de vote potentiels attachés à des contrats, des options. Deux questions de nature purement procédurale, nous avons la réponse, mais
reste encore mieux si ça vient de vous. D'une part, est-ce qu'il existe une forme de recueil des décisions rendues par vos services, et d'autre part, est-ce qu'il est possible de former un recours contre une décision négative rendue par vos services? Deux questions très importantes. À la première, je dois répondre qu'il n'existe pas de tel recueil, parce que le principe qui s'applique sur notre procédure, à notre procédure, c'est bien le secret. Notre procédure est parfaitement confidentielle, les décisions ne sont pas publiques. Et d'ailleurs, la loi Pacte le précise encore si c'était nécessaire, en rappelant que même dans les rapports du gouvernement avec le Parlement, la confidentialité des décisions doit être respectée et l'identité des parties de procédure, par exemple, ne peut pas apparaître. Et donc, ce qui pourrait, par déduction, faire apparaître l'identité des parties ne doit pas être communiqué. Alors, il existe la possibilité pour les parlementaires de connaître plus en détail ces dossiers, mais c'est selon une procédure spéciale d'édition, sans trace écrite de ce qui est dit. Et c'est strictement encadré par la loi. Pas de recueil, et pas de recueil dans un avenir prévisible. S'agissant des recours, évidemment, et c'est quand même important dans un état de droit, les décisions de ministre sont susceptibles non seulement de recours, mais également de recours de plein contentieux. C'est-à-dire qu'un investisseur qui estimerait qu'une décision est illégale pourrait rechercher une indemnisation. Et c'est pour cela que nous appliquons extrêmement scrupuleusement, naturellement, la réglementation et que nous faisons des contrôles systématiques de la proportionnalité des décisions qui sont prises, y compris au sein de cet organe interministériel qui est le comité d'investissement étranger en France. Nous sommes un petit peu à la direction du Trésor, le gardien de la légalité des décisions, de la proportionnalité des décisions qui sont prises, de telle manière qu'on évite d'avoir des recours qui pourraient avoir une incidence financière importante sur les banques. Sachant que, je me permets une précision sur cet aspect, que le juge administratif est évidemment le gardien des libertés publiques, parmi ces libertés publiques, il a les libertés du commerce et de l'industrie et de la propriété, c'est évident, et les décisions de refus susceptibles d'être posées par le ministre sont potentiellement de nature à se heurter à ces principes. Cependant, probablement y réfléchir à deux fois avant d'introduire un recours, parce que un autre principe fondamental de notre droit est que le juge ne peut pas se substituer à l'administration. Le juge ne saurait se faire administrateur. Et en l'occurrence, s'agissant, je crois qu'on l'a vu tout au long de cette matinée, de l'appréciation extrêmement sensible et extrêmement casuistique du caractère sensible d'une activité, la démonstration au contentieux devant un juge de l'erreur manifeste d'appréciation qui aurait été commise par le ministre et ses services pour refuser une autorisation. Voilà, on a très vraisemblablement, et c'est la raison pour laquelle on n'assigne pas, du moins extrêmement peu de jurisprudence en la matière, juste serait probablement assez réticent à aller sanctionner une décision ministérielle prise sur ce fondement. Je crois que, mon expérience est certaine, mais pas absolue évidemment, en la matière, mais l'objet de votre service, s'il y a un problème, c'est souvent la négociation des conditions dans lesquelles l'opération peut se faire. Et puis, si à un moment, l'investisseur étranger considère que ces conditions ne sont pas viables pour son projet d'investissement, il va retirer son projet. Donc, à titre personnel, je n'ai pas connaissance, mais je crois qu'il existe peu quand même des décisions de recours contre des décisions de refus. Ce n'est pas vraiment l'objet de la discussion avec le service. L'esprit est quand même plutôt d'initier les discussions, les négociations et d'aboutir sur un compromis. Voilà. Tout à fait. C'est vraiment dans cet esprit-là que nous agissons. C'est un cadre de dialogue qui fait que l'investisseur, d'abord, doit comprendre nos exigences, il doit comprendre la nature des risques que nous identifions et pourquoi nous sommes amenés, soit le cas échéant, vraiment très rarement, à refuser son opération, soit à fixer des conditions qui peuvent être assez strictes.
le comprendre, et même il doit effectivement, et il admette tout simplement que nos demandes sont justifiées, qu'il ne peut pas y répondre parce qu'elles seraient trop coûteuses pour lui, par exemple, mais qui retire son projet, et c'est plutôt la nature du dialogue que nous avons, même si nous avons eu du contentieux dans cette matière que nous avons gagné, mais tout concourt en fait à éviter cette issue. D'accord. C'était bien mon expérience de relation avec vos services. On va s'approcher des toutes dernières questions et on espère avoir répondu à la plupart d'entre elles. Il y a une question à la fois sur, non pas un bilan parce qu'on est encore en plein dedans, mais peut-être une perception tendancielle des conséquences de la crise sanitaire sur l'activité de vos services. Et puis, une autre question sur la manière dont vous percevez au niveau international. Bon, on voit qu'il y a, alors, certaines questions encore le terme de durcissement du contrôle, parlons de renforcement. Il y a un renforcement du dispositif de contrôle actuellement en France. Est-ce que c'est le cas également chez vos homologues internationaux? Est-ce que vous constatez, notamment chez les Américains ou les Japonais? Et puis, est-ce que vous avez une évolution des typologies de dossiers qui vous sont soumises du fait de la crise sanitaire? Alors, je dirais que la tendance au renforcement des réglementations internationales en matière de filtrage des investissements, elle a été initiée avant la crise. D'ailleurs, on témoigne le règlement européen, on témoigne la réforme FIRMA engagée aux États-Unis. C'est une tendance, je dirais, provoquée par un contexte international spécifique qui avait été engagé avant la crise sanitaire. Au niveau européen, la crise sanitaire a accéléré les choses. C'est-à-dire que les États membres avaient pour projet de modifier leur réglementation en vue de l'entrée en vigueur du mécanisme de coopération en octobre. Confrontés à la crise sanitaire, ils ont pris leurs mesures beaucoup plus vite. Et les mesures qu'ils envisageaient en vue du mois d'octobre ont probablement été révisées à la lumière de la crise. Au niveau international, on observe ça aussi. Alors les États-Unis ont pris les mesures de la réforme FIRMA avant la crise sanitaire, et elles sont déjà tellement strictes que je ne vois pas comment elles pourraient être encore durcies. La tendance que j'observe, mais c'est un peu empirique, c'est une tendance à contrôler les prises de participation minoritaire. C'est-à-dire que là où on avait des dispositifs de contrôle qui étaient essentiellement fondés sur le contrôle de l'acquisition du contrôle, si je puis dire, on a désormais des dispositifs qui sont plus orientés vers le contrôle de l'acquisition d'une influence importante au sein d'une entreprise, sans doute pour prévenir des risques un petit peu nouveaux, comme les risques de transfert technologique, etc., qui peuvent se manifester sans acquérir le contrôle d'identité, mais seulement en plaçant au sein de son conseil d'administration telle ou telle personne, seulement en ayant vocation à nommer tel ou tel directeur de la des mesures comme ça. Donc oui, une tendance au renforcement du contrôle qui existait avant et qui s'est vraiment accentuée. On l'a vu en Espagne, on l'a vu en Italie, on le voit même encore en Allemagne et puis en France naturellement, dans le cadre de la crise sanitaire. Alors peut-être une dernière question, mais qui est un peu le prolongement de celle-ci. Bon, il y a beaucoup d'argent public qui est mobilisé aujourd'hui pour sauver un certain nombre de secteurs. Est-ce que l'État va avoir une vision peut-être un peu plus conservatrice des modalités d'exercice de son contrôle sur ces secteurs, considérant que finalement il y aurait une forme d'effet d'aubaine pour un investisseur étranger à venir acquérir un certain nombre de sociétés ou d'activités qui auraient bénéficié des mesures très fortes de soutien que l'État et l'Europe ont mobilisé pour faire face à la crise sanitaire. Alors, bien sûr, si l'État a jugé important à un moment ou à un autre de mobiliser des capitaux pour renflouer une activité, c'est sans doute qu'elle a
indice quand même qu'elle a un caractère stratégique pour la France. Est-ce qu'elle a un caractère d'ailleurs sensible au centre de réglementation UE? C'est une démonstration qu'il faudra faire également, je tiens à le préciser. Mais c'est quand même un indice dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est aussi une action qui se poursuit au niveau européen avec la mobilisation d'un instrument européen d'intervention pour sauver les entreprises ayant un caractère stratégique au sein de l'Union. Donc, je dirais que d'une manière générale, la crise économique nous appelle à une très grande vigilance. Les entreprises sont fragilisées, comme besoin de capitaux, c'est quand même un faisceau d'indices nous dirigeant éventuellement vers des opérations médicales. Et le fait que l'État soit intervenu en capital pour trouver une entreprise est un indice supplémentaire. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore... je crois qu'on a abordé énormément de sujets. Merci à tous qui avaient suivi ce webinaire pour les très nombreuses questions qui ont permis de nous nourrir un débat extrêmement riche avec Antonin Nguyen. Merci infiniment d'avoir pris le temps pour cet échange ce matin. Et je renouvelle mes remerciements de m'avoir invité, c'est toujours un plaisir. Je pense que c'est important. Merci surtout pour vos explications très claires. Je pense que c'est effectivement un exercice très utile à l'attention des participants de ce séminaire. Et effectivement, s'il y a des évolutions, on se permettra de vous demander de revenir nous partager avec nous vos éclairages extrêmement utiles. Merci à tous d'avoir suivi ce webinaire, cet AD Talk, et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci.